Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite un cours sur le passage de l'ARN à la protéine. Donc essentiellement sur la traduction, puis sur la maturation et enfin l'adressage des protéines. C'est une problématique qu'on avait pas mal vue déjà dans les cours précédents. C'est comment est-ce qu'une protéine va pouvoir aller à l'endroit où elle va bosser. Si elle va au mauvais endroit, ça va créer de nombreux problèmes. Donc là, c'est juste l'image d'un anti-ribosome, c'est pas hyper intéressant. On commence tout de suite par un récapitulatif. On se souvient, c'est de la terminale, l'information génétique, elle est contenue dans le noyau. Sous forme de quoi? Sous forme d'acide désoxyribonucléique, l'ADN, de brun, stable. Il est sous deux conformations, condensé ou décondensé. Sous forme condensée, il n'est pas lisible. Sous forme décondensée, il est lisible. On peut le transcrire. L'information, elle est codée sous quoi? Elle est codée sous forme de bases nucléiques ATCG, qui sont complémentaires. Les bases puriques, qui sont A et G. Et les bases pyridiques, qui sont T et C. Okay. Les bases puriques sont complémentaires aux bases pyridiques. Donc, transcription, on garde le même code, on reste sur des bases nucléiques. On passe désormais sur de l'acide ribonucléique. Simple brun, c'est instable. La transcription elle a lieu dans le noyau. Et les ARN vont après sortir du noyau pour aller subir leur traduction dans divers endroits, qu'on a étudié tout à l'heure. Enfin, la traduction, et c'est là le point peut-être principal du moins de ce début du cours, la traduction, c'est le passage d'un message en base nucléique à un message en acide aminé. C'est pour ça qu'on parle de traduction, on change de code. Tout à l'heure, on n'avait pas changé de code, on était toujours en base nucléique, et là on change de code, on passe des bases nucléiques aux acides aminés. Enfin, une fois qu'on a notre polypeptide, on avait vu la dernière fois que les structures primaires, ça n'existe presque jamais. Il faut que notre protéine ait une forme en 3 dimensions pour qu'elle soit fonctionnelle. Le rappel, c'est toujours structure-fonction. Il faut qu'elle ait une bonne structure pour qu'elle ait une bonne fonction. Ok ? Donc, traduction, comment on fait? On rappelle encore une fois ARNM, ribonucléique, monobrun, codé par des bases AUCG, le U qui remplace le T de l'ADN. Et la protéine, quant à elle, elle est codée en acides aminés. Donc il faut bien faire le passage de l'un à l'autre. Les acides aminés, il y en a combien? Utilisés dans la traduction, il y en a une vingtaine. Après, on va pouvoir en ajouter d'autres par des mécanismes de maturation, mais globalement, en code génétique, vous n'allez en rencontrer qu'une vingtaine. Ces acides aminés, ils sont liés comment? Ils sont liés par une liaison peptidique. Je vous avais montré ça au premier cours. Liaison peptidique qui est très difficile à hydrolyser, et heureusement, parce que ces protéines, c'est les protéines qui nous composent et qui nous font vivre. Alors il faut qu'elles soient un minimum résistantes. Donc la liaison peptidique entre un COO- et un NH3+, donc là on a du COH et du NH2, mais ça n'existe pas dans le corps, avec le pH, ça fait du COO- et du NH3+, qui forment la liaison peptidique et qui libèrent une molécule d'eau. Petit point sur CTER et N-terminal, c'est une convention qui permet de lire une protéine. C'est-à-dire que quand on va traduire un ARN, on va le lire de 5' en 3', et ça va nous donner une chaîne polypeptidique composée d'acides aminés. Voilà, le collier de perles ridicule dont on a parlé. Mais ce collier de perles, il a donc un premier acide aminé, et à l'extrémité de ce collier de perles, il y a un N, un NH3+, qui est lié à un carbone, qui est lui-même lié à un H, un radical R, et après d'autres acides aminés, liaison peptidique, acide aminé, liaison peptidique, acide aminé, etc. Autant de fois qu'il y a de perles, et on va arriver
une dernière paire, un dernier acide aminé, qui lui aussi va avoir un carbone central, un H, un radical R et un COO-. C'est à peu près comme ça. Du coup, CO-. Du coup, ici, on a l'extrémité N, qui est le début de notre chaîne polypeptidique, et là, on a l'extrémité C, qui est la fin de notre chaîne polypeptidique. Donc, on a un côté N terminal et un côté C terminal. C'est une convention qui permet de pouvoir lire, tout le monde parle le même langage, quoi. Tout le monde regarde cette protéine dans le même sens. Alors, comment, c'est la problématique du cours, comment passe-t-on de l'ADN à l'ARN, puis à la protéine? Quel est l'intérêt? Sur l'ADN, on va prendre des groupes de bases nucléotidiques, on va prendre des groupes de 3 bases, qu'on va appeler des triplets. Donc il va y avoir autant de triplets qu'on veut, autant de bases sur 3 qu'on veut. On va prendre ces triplets, et quand on va les transcrire, on va obtenir un codon. C'est la même chose, hein, mais on change de nom. Sur du désoxyribonucléique, sur de l'ADN, on va parler de triplets, 3 bases. Sur de l'ARNM, on a toujours 3 bases nucléotidiques. Et cette fois-ci, on va parler de codon. Et ce codon, on va le faire correspondre à un seul et unique acide aminé. Un seul et unique acide aminé. Chaque codon code pour un acide aminé. Et pas deux. Pas deux différents, un seul. Du coup, ADN, triplet, on passe sur la transcription ARN, codon. Et le point du cours, c'est la traduction. Comment passe-t-on du codon d'ARN à l'acide aminé? Eh bien ça, c'est grâce aux ARN de transfert. A noter que là, il y a un errata dans le poly. Ouais, c'est pas moi qui l'ai écrit, sinon il n'y aurait pas d'erreur. Du coup, en ARNM, les sucres sont dans mauvais sens. C'est-à-dire qu'il faut mettre 5' vers 3'. Alors que là, il y a marqué 3' en 5'. Ok? Donc même chose sur la diapo. Ah non, je crois qu'il y avait deux diapos. Petit point sur le code génétique. Normalement, vous l'avez vu en terminale, mais tout le monde n'a pas pu le voir. Donc on va juste réapprendre à lire, c'est très très simple, donc il faut l'avoir vu une fois. Je veux coder la méthionine. Tu peux répéter ce qu'il faut changer, s'il te plaît? Ouais, alors, diapo précédente. L'ARNN, il y a marqué de 3' en 5', et bien il faut inverser les suites. Il faut mettre de 5' en 3'. Ok? Aucun problème. Alors, code génétique, on réapprend à lire très, très rapidement, c'est très simple. Je veux coder la méthionine, ok? Méthionine, par exemple, ici. Le codon pour la méthionine, c'est AUG, ok? ATG, si on veut, si on parle en ADN. Donc, on va prendre la grande ligne du A, ok? La colonne du U, la colonne du T, et enfin la petite ligne du G. On arrive sur ATG, la méthionine. On peut commencer avec une histidine, pour bien comprendre. La grande ligne du C, CAC, pardon. La grande ligne du C, la colonne du A, donc on arrive sur CA, et la petite ligne du C, CAC, et c'est l'histidine. Ok? Donc voilà, c'est très simple à dire. Il faut bien noter qu'à un codon correspond un seul et unique acide aminé. Voilà. Donc c'est ce qu'on va appeler le code génétique est univoque, non chevauchant, il y a plein d'autres termes, on dit aussi non ambigu. En revanche, le code génétique, vous pouvez observer par exemple en bas à gauche, on va avoir plusieurs valines. On va avoir 4 valines et 4 codons différents. Ça va s'appeler la redondance du code génétique. C'est-à-dire qu'un acide aminé, en revanche, va pouvoir être codé par plusieurs codons. Donc par exemple pour la valine, que sur mon ARN il y ait marqué GTC, GTT ou GTA ou GTG, ça va toujours coder une valine. Quel est l'intérêt de la redondance? En fait, c'est de diminuer la probabilité qu'une mutation soit pathologique. J'explique. Par exemple, sur mon ARN sain, j'ai du GTT. Mais le problème, c'est que j'ai une mutation congénitale et donc je suis malade. Et sur mon ARN, je vais avoir marqué du GTA. Et bien en fait, cette mutation, elle ne va pas du tout être pathologique parce qu'elle va quand même produire une valine. D'accord?
Donc ça permet que ces mutations ponctuelles, ces mutations qui ne changent qu'un seul acide aminé, ne soient pas pathologiques. Donc voilà, donc c'est juste une propriété du code génétique qui permet de diminuer la probabilité d'une mutation à être pathologique. Donc le code génétique il est redondant, c'est ce que je viens de vous expliquer. Plusieurs codons peuvent coder pour un seul acide aminé. En revanche, un codon code pour un seul et unique acide aminé. Ok? Et donc ça c'est l'ambigu, le code génétique est non ambigu. Et universel. Universel, ça veut dire qu'au sein d'une espèce, tout le monde a le même code génétique, il y a même tout le monde, même les animaux, ont le même code génétique que nous, etc. Quelques codons particuliers, le codon qu'on a vu tout à l'heure, AUG, la méthionine, c'est ce qu'on va dire le codon initiateur, c'est lui qui va permettre le début de la traduction. Il y a aussi les codons stop qui sont à connaître, UAG, UGA, UAA, qui sont à connaître. C'est les codons qui vont marquer la fin de la traduction. Donc c'est des codons un petit peu particuliers qui étaient mis en rouge sur la diapo précédente. Et vous pouvez voir, alors TER, du coup, c'est pas un acide aminé, ça veut dire terminal, stop. Et AUG, la méthionine. Ok? Bon, maintenant un ARN. Un ARN M, tout l'ARN M ne va pas servir à coder la protéine. Il va y avoir des régions non traduites. Les 5' et 3' UTR. Un peu d'anglais, ça fait untranslated. Et du coup, en 5' UTR, ça ne va pas coder pour des acides aminés. En 3' UTR non plus. En 5' UTR, on se souvient, il y a quoi? Il y a la coiffe de guanosine méthylée. Et puis en 3' UTR, il y a la queue poly-A, qui sert à la stabilité de l'ARN. Donc le 3' UTR, il sert à quoi d'autre? Il sert à amorcer la traduction. Il va servir au ribosome à se fixer et puis à avancer jusqu'à une séquence particulière qu'on va appeler la séquence de Kozak. La séquence de Kozak, c'est quoi? C'est une séquence consensus. Donc cette séquence consensus, ça veut dire qu'elle est la même chez tout le monde et qui contient le codon AUG, donc le codon d'initiation de la traduction. Donc cette séquence, elle sert au ribosome pour qu'il reconnaisse l'endroit où débutait la traduction. La région 3' UTR, elle peut servir aussi un lieu de fixation des mi-ARN. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que les mi-ARN. Ce sont des petits ARN de quelques dizaines de paires de bases qui vont quelques dizaines de bases, pardon, c'est du monobrin, qui vont servir à empêcher